Alors aujourd'hui, on va parler d'IA, parce que je suis peut-être pas si original que ça en fait. On va parler d'IA militaire, d'IA locale et de segmentation du marché des IA. Et ouais, rien que ça. Et bon alors, toujours ce même sujet, c'est vraiment le sujet, on va dire, de saison. Mais c'est pour réagir à l'histoire à propos de Anthropic. Donc ça a commencé avec, vous savez, la société qui fait l'IA qui s'appelle Claude, un petit nom sympa quand même. Et en fait, vous avez sûrement entendu la news, mais c'est-à-dire que, disons qu'ils ont refusé de faire des IA militaires. En fait, pas vraiment des IA militaires. Ce qu'ils ont refusé de faire, c'est de faire une IA qui pouvait décider de tuer des gens. Ouais, c'est super gai. J'en ai déjà parlé un petit peu ici, notamment avec la société Palantir. Mais donc voilà, les gouvernements sont en train de s'armer, enfin ça fait un moment, je pense, d'IA, de drones, etc. En tout cas, voilà, de logiciels pour faire la guerre, parce que ça peut devenir une arme. Et en fait, il y a des IA qui vont pouvoir détecter des cibles, qui vont pouvoir, je pense, tuer des gens. Alors forcément, on n'est pas dans les petits papiers des gouvernements, mais bon, voilà, on imagine que ça va être des trucs autonomes pour aller sur un pays lointain, et puis en plus de balancer des bombes, peut-être que voilà, l'IA va pouvoir choisir des cibles, etc. Avec peut-être moins d'erreurs, bon, je sais pas. Et ce qu'a fait Anthropic, c'est qu'ils ont dit nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour que ce soit l'IA qui puisse décider de la vie ou de la mort de certaines personnes. Donc on va dire que ça part d'un beau geste. Et du coup, voilà, le gouvernement US les a blacklistés, on va dire. Donc ils ne sont plus dans la partie pour ces IA. Et comme je disais, Palantir, eux, ils sont là sans problème. Et apparemment, OpenAI a dit d'accord. Donc ça fait un peu, voilà, couler, un peu couler de l'encre. Mais bon, Anthropic, c'est vrai que c'est une boîte qui se développe beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Claude, mais c'est vrai que c'est un bon modèle, surtout pour la partie développeur, mais j'en parlerai dans la dernière partie de cet épisode. Mais ouais, ils arrivent en force. Ils ont fait une grande pub pendant le Super Bowl. C'est pas pour rien. Les investisseurs sont prêts. Alors l'entrée en bourse, l'IPO, c'est pas prévu pour cette année a priori. J'ai regardé encore avant d'enregistrer, mais sur Polymarket, vous savez, le site où on peut parier sur tous les marchés, on va dire. Ils sont qu'à 34 ou 35% de chances de faire une entrée en bourse cette année, avant 2027. Donc ça reste assez faible. Mais OpenAI est qu'à 35 ou 36, donc c'est pas non plus beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est une société qui arrive, qui met les moyens, qui a un très bon logiciel, et on dirait plus ou moins qui essaie de défendre des valeurs ou de mettre certaines limites. Et bon, je pense vraiment que ça part d'un bon sentiment. Est-ce que c'est vraiment uniquement un coup de pub? Bon, tout ça, on peut aller encore plus loin dans la théorie des complots. Mais moi, je pense que vraiment, le patron, il voulait mettre certaines limites et il a perdu. Et il s'est dit qu'il gagnerait peut-être plus du coup sur la partie grand public, je ne sais pas. Même si des contrats militaires pour une boîte américaine, ça me semble difficile à refuser.
Et puis dans les actionnaires de Anthropic, il faut savoir qu'il y a Google aussi un peu et un peu d'Amazon. Donc tout le monde y gagne, je pense. Mais ça aussi, j'en parlais dans la dernière partie sur la segmentation du marché. Mais voilà, la question, déjà, est-ce que des IA peuvent aller aussi loin dans la prise de décision stratégique, voire militaire? On peut se dire que déjà, de toute façon, on ne devrait pas avoir à prendre ce genre de décision, hein, de tuer des gens. Mais les gouvernements, apparemment, se posent quand même cette question. Ils ont sûrement leur raison, hein. Je ne suis pas, comme je vous disais, je ne suis pas dans les petits papiers de nos gouvernements, loin de là. Et donc, la question pour aller plus loin, c'est quelle est la limite en fait? Quelle est la limite quand on donne des responsabilités à une IA? Les prises de décision stratégiques, il y a un collègue qui rigolait et qui me disait non mais Trump pour attaquer l'Iran, tu penses qu'il a demandé à ChatGPT si c'était le bon moment? Bah, ça peut faire rire, mais c'est pas si faux, hein, je pense. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans. Comme je disais là, dans un autre épisode, hein, Palantir, c'est vraiment un logiciel de prise de décision stratégique, d'intelligence, comme disent les Américains, de renseignement, de contrôle de données des masses, etc. Donc, ouais, jusqu'où ça peut aller, hein, ce genre d'entreprise. Il y en a des nouvelles qui se créent, comme par exemple Anduril, si je ne dis pas de bêtises. Encore un nom à la Seigneur des Anneaux, hein, comme Palantir d'ailleurs. Ça doit être un des chevaliers, j'en sais rien. Enfin bref, c'est une société qui a été créée par Palmer Luckey, le gars qui a créé Oculus. Vous savez, les casques Oculus qui sont maintenant chez Meta. C'est lui qui a créé ça jusqu'à ce que Zuckerberg le vire. Donc Palmer Luckey, c'est un gars qui met des chemises à fleurs et puis qui crée des drones téléguidés par des IA. Il a aussi un logiciel d'IA pour tuer des gens, hein, tout simplement. Et je pense qu'il trouve ça super cool. Donc c'est ça qui est un peu inquiétant, mais bon. Et voilà, pour revenir à la question, donc la prise de décision, responsabilité, ce que j'ai bien aimé avec ce débat autour d'Anthropic, en tout cas, c'est de se dire, voilà, jusqu'où va la responsabilité de l'IA, puisque si l'IA décide de tuer quelqu'un qui a une erreur, alors c'est la faute à qui? C'est la faute au logiciel, ouais, mais bon, c'est un peu léger. Est-ce que c'est ceux qui ont pris la décision d'utiliser le logiciel? Ça semblerait le plus logique, hein, ça semblerait le plus évident, hein, c'est un outil. Mais ils vont dire non, parce que c'est tellement des décisions avancées qu'elle fait des choix, que la personne peut dire, le chef de gouvernement peut dire mais moi j'aurais pas fait ce choix-là, c'est pas ce qu'on m'avait dit quand j'ai acheté le logiciel, il y a un bug, hein. Donc là après c'est des considérations peut-être juridiques, je sais pas. Mais en tout cas, avant qu'on ait même répondu à toutes ces questions, on voit bien que l'armement autour de tous ces sujets, c'est en train de se faire, quoi, hein, et que ça devient peut-être pas comme la bombe nucléaire, mais que voilà, les meilleurs IA auront forcément un impact sur les gouvernements. Et donc ça m'amène à une deuxième partie, hein. On a un podcast très structuré aujourd'hui, c'est ça qui est bien. Si les IA ont des gouvernements, en France par exemple, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, on a un beau sous-marin nucléaire, il est tout beau, tout brillant, hein, tout le monde avait tout bien lavé. C'était une belle présentation, hein. Enfin, Macron à l'île je sais plus quoi là, en Bretagne, qui nous a fait une belle démo. Donc ok, on a ça, mais au niveau des IA,
Est-ce qu'on a aussi des outils pour se défendre identiques? Bon, je sais pas. Mais au-delà de la partie militaire, moi je pense que même tout simplement au niveau souveraineté économique, on va dire, avoir sa propre IA indépendante, ça me semble logique. C'est peut-être un peu comme contrôler son énergie, hein. Donc on avait des belles centrales nucléaires, nos amis allemands nous ont dit d'arrêter, bon, on a dit d'accord. Et puis derrière, il y a des crises d'énergie, parce que le pétrole et le gaz, c'est compliqué en ce moment de mettre la main dessus, quoi. Bon. Donc c'est pareil, je pense qu'il faut avoir son indépendance au niveau des intelligences artificielles. Ne serait-ce de, je pense, comment ça va être structuré. On aura des IA un peu nationales, même départementales, c'est-à-dire que on va avoir des IA pour faire, je sais pas, la partie administrative dans une région ou dans un département. Donc qui va contrôler ça? Qui va le vérifier? Est-ce que ça va être encore un logiciel américain? On a l'air parti pour. Et je sais pas, moi j'imagine qu'il faudrait qu'il y ait voilà, des IA un peu locales qu'on puisse faire tourner sur ses propres machines avec son propre contrôle pour pouvoir gérer toute cette nouvelle façon d'administrer par exemple un État ou une région. Et alors oui, on peut dire qu'on peut essayer de faire sans IA, mais c'est comme si aujourd'hui, au lieu d'avoir des ordinateurs, on se disait non, on va gérer l'État avec un papier et un crayon. Il y a un moment où malheureusement, quand les choses avancent et les autres pays avancent, on est un petit peu obligé de suivre pour pas se faire déborder. Enfin, j'imagine en tout cas. Donc comment ça va se passer pour avoir des IA locales? Je sais pas, hein. Pour l'instant, voilà, ça n'a pas l'air d'être parti pour non plus. Alors que c'est plutôt ça qu'il faudrait faire, hein. On avait l'utopie des logiciels open source, libres de droit. Disons que le code n'était pas fermé, donc on peut savoir ce qu'il y a dedans et comment ça fonctionne. Et puis faire tourner ça en local, juste pour les besoins dont on a localement. Pas besoin d'avoir tout interconnecté dans des clouds américains. De toute façon, on n'a même pas de cloud européen, vraiment. On en a quelques-uns, hein. En France, il y a OVH, Scaleway, des trucs comme ça. Mais on n'est pas encore non plus au level. Alors, j'avais déjà parlé aussi un peu de Mistral, Mistral.ai, qui était une des licornes françaises issues de la Startup Nation, on va dire, hein, une des plus grandes licornes avec Conto et je sais plus, Doctolib, enfin des trucs comme ça. Tout ça, c'est un peu cette génération-là, Vivatech, etc. C'est un peu le même mood, on va dire. Mistral.ai, c'est pas mal, mais j'en entends plus parler. Je sais pas si vous en entendez parler, vous me le direz. Moi, sincèrement, je l'utilise toujours un peu. J'ai l'impression que le modèle stagne un peu au niveau des fonctionnalités. On n'est pas encore vraiment... ça évolue un peu moins vite, j'ai l'impression. Donc peut-être je me fais une idée, mais par rapport à ce que proposent les concurrents, ça me semble un peu en deçà. Donc on n'est pas très bon sur le marché. Petite transition pour m'amener à la dernière partie de cet épisode, le marché des IA. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs grands géants hein, qui essayent de se répartir, du moins le grand public. C'est quand même un enjeu, je pense. Les entreprises, c'en est un, mais le grand public aussi, je pense que c'est par là qu'on peut rentrer aussi dans la tête des gens. Et on voit bien que ChatGPT, OpenAI n'est pas tout seul, hein.
On a Google et on a Anthropic, comme je le disais, qui ont l'air de dominer le marché. Et je remarquais que je regardais une vidéo d'un gars YouTube un peu tech qui parlait des IA, il parlait des benchmarks en disant ouais, telle IA est plus puissante parce que son niveau de benchmark c'est tel score, alors que le nouveau modèle 5 points je ne sais combien, ça y est, il vient d'exploser le nouveau truc. Bon, je pense que ça c'est comme la RAM et la CPU dans les ordinateurs qu'on achète, hein. C'est un peu commercial, c'est-à-dire qu'on nous vend des chiffres pour nous faire croire à des améliorations, nous inciter à aller vers le nouveau modèle, ou comme le nouvel iPhone, quoi, encore mieux que celui d'avant. Moi, je pense surtout que ces benchmarks, c'est pour que nos amis youtubeurs tech puissent un petit peu comment dirais-je, se titiller l'esprit avec ça, on va dire. Parce que ces benchmarks sont faits par ces mêmes sociétés. Alors, on va me dire qu'il y a des benchmarks qui sont indépendants, etc. Bon, ouais, je demande à voir. En gros, c'est les IA qui benchmarkent les autres IA, donc bof, pas forcément incroyable. Et ouais, ce qui m'a un petit peu... ce que j'ai remarqué surtout, c'était que il commençait à avoir voilà, des spécialisations dans chaque IA. Et je ne sais pas si c'est uniquement le fruit du hasard, hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on essaie de nous vendre, de nous faire croire. Donc en gros, sur les 3 géants, on aurait Google Gemini qui serait l'IA académique, très forte pour résoudre des problèmes mathématiques très complexes, un truc pour les scientifiques, quoi, hein. Ensuite, on a Claude de Anthropic qui serait le meilleur pour rédiger des textes et pour faire du code. Ok. Et puis ChatGPT, OpenAI sera un peu le couteau suisse, hein, dans les benchmarks, un peu moyen sur tout, mais qui fait tout un peu très bien. Et voilà, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de nous vendre une segmentation bien claire du marché pour chaque type de profil. Utilisez telle IA quand vous voulez faire ça, ou utilisez telle IA quand vous voulez faire ça, pour que ce soit plus clair dans la tête des gens et qu'au niveau du marché, nos amis américains puissent segmenter tout ça tranquillement et remplir toutes les cases. Comme ça, quand c'est bien clair, voilà, on a un marché, donc les scientifiques allaient par là, les pros qui veulent faire du code ou les pros qui veulent écrire, allez ici, et puis les autres qui veulent quelque chose d'équilibré, allez chez OpenAI. Donc c'est un peu... voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même qu'on essaie de nous vendre, qui peut-être est un peu loin de la réalité, mais peut-être que je me trompe, après tout, hein, vous me direz. Et puis surtout, notre petite fenêtre, hein, du moins de ma petite fenêtre occidentale, on va dire, j'entends rien sur les IA chinoises, DeepSeek, etc. Parce que de toute façon, maintenant, on sait très bien que la Chine ne copie plus, hein, les Américains. Ils ont leur propre technologie. Ils innovent, ils déposent je ne sais combien de brevets, etc. Donc, ils sont largement indépendants et largement, je dirais, en avance, d'après ce que j'ai compris. Et oui, pour en venir voilà, avec l'Europe, etc., où est-ce qu'on se situe, etc. Est-ce qu'on va être toujours lié à nos amis américains, nos alliés fidèles? Sont-ils encore nos alliés? Bon, ça c'est vraiment une question qui dépasse le champ de cet épisode.
Autre petit sujet quand même, bonus, on va dire. Donc, bon, ces IA, c'est le moteur. Ils sont très en avance. Il n'y a pas trop de concurrents. Enfin, il y a une concurrence, mais qui est en train de se séparer le gâteau bien comme il faut. Mais oui, donc la prochaine révolution, prochaine étape, c'est vraiment d'aller vers ces agents IA auxquels on peut vraiment confier des missions. Et ça, c'est en train d'arriver, c'est en train de venir. Donc, vous avez peut-être vu un épisode où je parle de mon double numérique. J'essaie de trouver des solutions pour arriver à maîtriser ça, à le comprendre et essayer de le mettre en pratique. Donc comme je disais dans cet épisode, j'utilise un logiciel open source qui s'appelle OpenClaw. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est un logiciel qu'on met sur un serveur et qui se connecte à une IA, que ce soit Gemini, Google, Anthropic, ce que vous voulez, ou même toutes, suivant les tâches qu'il a à faire. Donc on a notre serveur, il est connecté à des moteurs d'IA, et puis on peut parler à ce serveur via un canal. Et donc le canal le plus simple, c'est du WhatsApp ou du Telegram. Et c'est là où voilà, les choses commencent à vraiment évoluer d'une manière intéressante. C'est que c'est des outils de communication qu'on a déjà. Et voilà, il suffit ensuite de dire à l'IA dans un langage naturel, code-moi telle chose, fais-moi tel truc, rédige-moi tel email, réponds à tous mes emails non lus, etc. Et là, vraiment, on a des IA qui sont capables, vu qu'elle est connectée à un serveur qui a accès à Internet, et donc tout ce qu'on fait nous sur Internet, elle peut le faire. Et donc voilà, l'idée c'est comment on va arriver vraiment à avoir des IA qui sont des collègues, des agents en tout cas, des agents IA, qui sont comme des collègues ou des assistants à qui vraiment on envoie un mail en disant bon, faut que tu me fasses le rapport sur un tel et un tel, tu te débrouilles. Hop, et puis on attend le résultat fini. Et là, c'est vraiment un marché, à mon avis, qui va exploser parce que pour l'instant, c'est encore compliqué, mais avec quelque chose d'un peu plus grand public, ouais, ça va vraiment faciliter le travail de beaucoup de personnes. Alors, comme je dis déjà, hein, ce qu'il faut avoir peur que notre boulot soit remplacé. Bon, je suis pas sûr. Hein. Je lisais un article d'une personne qui disait quand les métiers à tisser sont arrivés, les tisserands pensaient qu'ils allaient tous être au chômage. Et puis en fait, l'économie du tissu a tellement explosé qu'il y avait encore plus d'employés après que les machines à tisser soient arrivées. Donc, comme toujours, c'est dur à savoir comment ça va évoluer. Même si là, c'est pas qu'un seul corps de métier, hein, c'est un petit peu tout le monde en même temps. Donc ça peut peut-être être un peu différent. Mais en tout cas, ouais, voilà, ces agents un peu comme dans le film Iron Man là, de Marvel, hein, Jarvis, vraiment, c'est une intelligence artificielle à qui on peut parler et faire tout ce qu'on lui demande. Donc est-ce que ça va vraiment pouvoir décoller et puis faire que ça nous facilite les choses? Je sais pas. Pour l'instant, comme je dis, c'est encore balbutiant, mais celui qui va arriver à le rendre très très simple, je pense qu'il va pouvoir se faire un peu d'argent. D'ailleurs, le gars qui a créé ça, il a été embauché chez OpenAI pour je ne sais combien, 2 millions, voire 2 milliards, puisque de toute façon, les chiffres ne veulent plus rien dire. Et là où je voulais en venir aussi, c'était de dire savoir dupliquer une personne, son savoir-faire, et après pouvoir le vendre, c'est aussi un bon business model. C'est-à-dire, voilà, moi je vous propose, je vous dis, vous, avocat expert en fiscalité, je vous copie tout votre savoir, et puis je vous fais un double, et puis il travaille pour vous, quoi. C'est assez séduisant, quoi.
Donc je mettrai un lien, ou du moins chercher sur internet, openclaw.ia, enfin AI, pardon. Et ça vaut le coup d'essayer. Vraiment, vraiment très puissant. Encore difficile à configurer, mais l'idée est là. Et il suffit de peaufiner. Et j'imagine qu'il y a un bon business model derrière à faire. J'ai entendu dire que des gens avaient connecté des agents comme ça, par exemple sur Polymarket, et l'agent faisait que des paris ultra rapides sur la montée ou la descente du Bitcoin, je ne sais plus, et puis gagner plein d'argent comme ça. Ou tout simplement en créant des agents IA pour faire du support. Du support client, vous savez, pour répondre au téléphone, etc. Puisqu'avec les voix automatisées, ces agents peuvent aussi répondre. Donc, ouais, intéressant à voir. Donc, voilà, essayez par vous-même, hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, même si c'est un petit peu encore balbutiant, un peu difficile, un peu ligne de commande, etc. Ça vaut le coup. Et puis la prochaine fois, je pense que je m'attarderai sur Claude encore, mais sur la partie technique avec Claude Code et Claude Cowork, qui sont aussi dans un style un peu différent, capables de faire beaucoup de choses. En tout cas, amusez-vous bien, c'était le haut-parleur.